First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. What? Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Exquise Esquisse qui vous fait découvrir et comprendre les coulisses des métiers de la création au travers d'entretiens d'artistes passionnés. Si vous avez des retours, n'oubliez pas de me les partager sur alex@moonpalace.fr ou sur iTunes. Aujourd'hui, j'accueille Vincent Lagadrière, musicien de longue date. Salut Vincent. Bonjour. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien, ça va très bien. Comment tu deviens musicien ? Comment tu choisis de devenir musicien ? Parce que dans l'esprit des gens, en fait, tu as l'impression que pour devenir vraiment musicien professionnel, il faut commencer à 8 ans, faire du piano toute ta vie, faire du piano 6 heures par jour. Comment t'imagines qu'un jour tu en feras ta carrière ? Déjà, pour une partie de la question que tu as posée, là, il y a l'histoire du piano depuis l'âge de 8 ans ou 6 ans et en faire plein de temps. On est quand même rentré dans une nouvelle logique au niveau de la musique il y a quelques années, un petit moment maintenant, mais avec tout ce qui est home studio, avec la musique, l'autodidacte en fait. Et donc du coup, c'est un peu compliqué de savoir comment. Je pense qu'on devient musicien un petit peu comme on devient artiste, parce qu'on a peut-être quelque chose à dire, on espère en tout cas, et que ça va intéresser les gens ou pas. Il y a pas de ressort particulier à mon sens. Il y en a plein de petits qui vont se combiner et à un moment donné faire que tu décides d'en faire ta vie, quoi. Pour moi, c'est venu petit à petit. J'étais un petit peu ma mère était musicienne, amateur, rien de. Mais donc j'ai quand même baigné pas mal dans les concerts. Elle m'emmenait quand j'étais tout petit, elle m'emmenait voir des concerts de Yudi Menuhin, de quartet de jazz ou ce genre de choses. Donc du coup, j'ai été un petit peu sensibilisé. Et après, j'ai eu la fameuse rencontre avec le solfège qui a été assez douloureuse pour moi, qui m'a un petit peu démobilisé. Puis après, il y a des rencontres. Finalement, maintenant, je peux assumer, et puis le fait d'être musicien et avoir l'envie de le faire, etc., je pense que c'est lié plus à 2-3 rencontres humaines. J'ai notamment en tête une professeure de piano à un moment donné parce que j'ai commencé par le piano, où j'étais vraiment prêt à abandonner la musique. Ça me gonflait, l'histoire de solfège, de reproduire des partitions, ça m'intéressait pas. Et donc elle m'avait dit, écoute Vincent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'apprendre à improviser. On va t'apprendre à composer un petit peu avec des toutes petites bases. J'étais jeune, j'avais peut-être 10-11 ans. Mais donc du coup c'est ça, parce que j'ai jamais été un type de musicien qui aime jouer les morceaux des autres. Alors, ça peut paraître prétentieux ou quoi, mais c'est juste que ça m'intéressait pas en fait. Même si j'aimais beaucoup les morceaux, j'arrivais pas à me metà la table et à essayer de reproduire les accords, etc. Donc elle m'a donné les premières bases pour ça, pour composer, pour être dans une forme de créativité. Et après, il y a eu plusieurs personnes qui ont jalonné un peu mon chemin, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans ma vie où je m'étais orienté, même dans mes études, vers des choses plus de type ingénierie culturelle, organiser des festivals, des concerts, des trucs comme ça. Parce que je crois que quelque part, j'assumais pas, ou je pensais que c'était pas pour moi de devenir artiste ou musicien réellement professionnellement. Et un jour, je me rappelle d'un ami qui m'a dit « Non mais Vincent, il faut vraiment que tu le fasses, moi je crois en toi, etc. » Enfin, vous savez, c'est des choses un ami musicien qui croyait qui était en ton talent qui était en IUP Culture, donc c'est un IUP qui forme les directeurs de festivals et ce genre de choses, et les professionnels du spectacle. Et lui, juste, n'était pas musicien, mais était un grand mélomane, et puis donc il écoutait plein de choses, il me faisait toujours découvrir des tas de musiciens. Et je pense que des fois, il y a aussi cette histoire de la confiance en soi et de la construction par rapport au métier. Même à cette époque-là, ma mère était plus dans une logique de écoute, fais pas un vrai métier, ce qui était un peu plus ouverte que ça, mais dans le sens, elle dit peut-être la musique, c'est bien de le garder comme une passion, etc. Et donc finalement, cette phrase-là qui résonne encore en moi régulièrement de cet ami font partie des raisons pour lesquelles maintenant je suis musicien. Et puis après, il y a les rencontres avec d'autres musiciens ou d'autres créatifs qui te permettent de rentrer dans les projets, de te professionnaliser petit à petit. Et puis après, il y a franchement une construction qui est autant liée à ta pratique instrumentale que ta capacité de communiquer avec d'autres musiciens, à avancer vers d'autres artistes, et même aussi par la suite à financer tes projets, à essayer de trouver des débouchés, ça peut être des lieux de concert, ça peut être... Quand on débute dans la musique, on est quand même très... en fait, c'est maintenant ce qu'ils appellent l'artiste entrepreneur, parce que je trouve le mot assez violent. Mais en vrai, il y a quand même un peu de ça. Parce que... c'est forcément un peu entrepreneur.
Pourquoi tu le trouves violent? Non, d'ailleurs, non, le c'est parce mot qu'à la base, artistique, c'est parce que c'est de l'entrepreneuriat et l'artistique, c'est des choses qu'on a tendance à vouloir opposer. Ouais. Même si en vrai, à l'heure actuelle, on est obligé de devenir un petit peu des marques, chacun les uns les autres, et de penser un petit peu comme ça. Il y a un aspect un peu marketing. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que quand tu vois, quand j'ai commencé, c'était différent un petit peu, mais maintenant, avec tous les médias sociaux, etc., les musiciens, ils ont fait un morceau, qu'ils ont déjà une photo de presse, un clip, 4000 followers sur je ne sais quel réseau social. Ça, c'est aussi lié à la consommation de la musique aujourd'hui, Voilà, qui est qui a liée changé. à la chanson plutôt qu'à l'album, des choses Ouais. comme ça. Ouais. Et une fois que cet ami te dit cette phrase qui t'encourage à faire de la musique, tu pars dans des métiers, parce que tu es dans une fac d'événementiel, machin, et je crois que tu as fait de la musicologie. Tu as étudié la musicologie, donc le solfège, la musique, l'histoire de la musique et des choses comme ça. En fait, j'ai commencé la fac par En fait, j'ai fait plein de facs différentes. J'étais ce genre d'étudiant qui peuple les facs pendant quelques années sans vraiment y faire grand-chose. Mais au final, c'était assez enrichissant. J'ai commencé par la sociologie. J'ai eu ma première année, puis j'ai décidé d'arrêter. Donc j'ai fait une année de musicologie que j'ai eu aussi, mais que je suis un peu arrêté. Et j'ai finalement fait cette formation, donc IUP Culture, qui te permet voilà. Ça, tu l'as fait au final. Je l'ai fait au final, ouais. En fait, j'ai toujours un petit peu j'ai longtemps mené de front en fait on va dire l'organisation culturelle, le fait d'être dans des assos, de créer des événements ou de produire de la matière artistique culturelle, et celle d'être musicien. Et en fait, c'est ça, l'un et l'autre ont un petit peu été des ressorts ou des dynamiques pour moi, quoi. Et donc ça a pris un peu de temps, et c'est surtout les histoires soit de challenge, soit de rencontre. Parce que la première fois que je fais un spectacle en théâtre contemporain, par exemple, que tu organises toi? Non, que là, je n'organisais pas du tout. C'était juste que j'étais dans ce milieu culturel. Ouais. À cette époque-là, j'habitais à Dijon, en Bourgogne. Et donc, tout le monde se connaît un petit peu. Et un jour, une metteur en scène assez connue à Dijon me demande « Ah, t'as déjà fait de la musique pour le théâtre ?» Moi, je fais « Ouais !» plus ou moins, quoi. Et puis en fait pas du tout, mais en fait il y a cette histoire de challenge aussi qui m'a tout le temps vraiment beaucoup boosté dans ce rapport à la musique, voilà, ça fait partie des choses qui ont... Après, les choses se construisent d'une façon un petit peu sédimentaire, en fait, l'un après l'autre. En fait, c'est pas ta fac qui t'a mené vers ton métier de musicien, c'est plus les rencontres. Pas du tout, quoi. non, pas du tout. La fac, en fait, c'est... en tout cas, la musicologie, j'en ai finalement un bon souvenir. Il y avait vraiment 2 ou 3 trucs différents dans la fac. C'est-à-dire qu'il y a il y a toute la partie vraiment solfège, théorie musicale, etc., qui était un peu plus compliqué pour moi du fait que j'ai pas un bagage là-dedans très, très fort. Il y avait la partie histoire de la musique qui, moi, me passionnait. Donc, c'est-à-dire qu'on apprenait l'histoire du jazz en reprenant vraiment des prémices. Après, l'histoire de la musique contemporaine. Et puis, en même temps, c'était intéressant. Je pense d'ailleurs, pour toute personne qui veut s'inscrire dans un métier, quel qu'il soit, c'est toujours intéressant de connaître un petit peu les bases et les sédiments en tout cas, pourquoi on pense les choses de cette façon-là, et ça permet d'analyser un petit peu les choses et de les comprendre d'une certaine façon. Donc il y avait ça qui était bien, et après il y avait quand même quelques ateliers qui m'intéressaient quand même pas mal. Il y avait un truc, c'était comment ça s'appelait, je me rappelle plus l'intitulé exact, mais c'était grosso modo composé pour la musique contemporaine. Et donc ça, c'était assez intéressant parce que finalement, ça permettait d'essayer de penser en dehors de la boîte, c'est-à-dire d'essayer de trouver des trucs, des concepts en fait par rapport à ça. Et finalement, il y a... En tout cas, maintenant, les années passant, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est-à-dire que des fois, on peut faire de la pop music, mais la faire d'une façon un petit peu différente. C'est-à-dire remplacer des sons de caisse claire par des sons de, je sais pas, de gravats ou de balles de ping-pong, par exemple. Enfin, tu vois, en fait, il y a tout cet aspect de recherche sonore. C'est mélangé petit à petit, et les années passant avec la composition dite plus classique ou plus pop ou plus rock ou peu importe, variété même, pour donner une sorte d'agrégat un peu différent. Et c'est ça en tout cas, cette idée-là, c'est un truc que j'ai retenu de la fac et qui m'a quand même pas mal motivé, en fait. Donc tu pars quand même de la musique classique pour arriver de plus en plus au contemporain dans l'histoire qu'on t'enseigne là-bas. Ouais, c'est ça. Et toi, tu étais plus intéressé par la musique contemporaine, du coup, j'imagine. Alors, plus dans l'aspect recherche et trouver des nouveaux sons, quoi. Tu n'as jamais composé spécifiquement pour la musique contemporaine?
Bon, un petit peu pendant la classe finalement. D'ailleurs, il y a une œuvre que j'ai faite pour ça qui était quand même assez drôle. Parce que c'était la veille du partiel. Donc je me rappelle enfin que j'ai un partiel le lendemain de composition en musique contemporaine et qu'il faut que j'écrive quelque chose. Et là, je me dis, bon, problème. Bon, je décide quand même d'aller boire quelques verres pour me motiver. Je rentre chez moi je sais pas vers quelle heure, 11h, minuit, un truc comme ça. Et je tombe sur le journal du soir, sur je sais plus quelle chaîne. Et c'était le jour de la mort d'Éric Tabarly. Et donc, du coup, je me prends un papier millimétré. Et je dessine un bateau, mais d'une façon très sommaire, comme on le fait genre, quand on a 5-6 ans. Et finalement, toutes les coordonnées des points qui relient le bateau sont devenues sur un abscisse des notes et sur l'autre une durée. Et donc du coup, quelque part, après, j'ai rentré tout ça dans un séquenceur. Et le lendemain, j'ai passé parce que ça veut dire que ça dure 2 minutes. Donc j'ai appuyé sur play sur le séquenceur. Tu n'avais pas entendu ce que ça faisait avant, quoi. Pas vraiment. Ouais, pas vraiment. Il était un peu tard après. Et donc, et j'ai passé 2 minutes, ce qui est quand même très très long, à regarder mon professeur de fac dans les yeux, en ayant juste appuyé sur play. Et bon, et lui, à la fin, il m'a dit, écoute Vincent, je sais pas si vraiment tu te fous très très fort de notre gueule ou si ce que tu nous as fait a quand même un intérêt. Mais je vais quand même te... Et puis il m'a filé plutôt une bonne note. Mais bon, c'était assez rigolo. Et en fait, moi, j'aime bien ça. En fait, des fois, c'est pour ça que je disais que le challenge était intéressant pour moi. C'est rentrer dans cette logique où des fois, on sait pas faire, mais on va y aller. Et puis, je crois beaucoup à l'automotivation par rapport à ce genre de choses. Et c'est justement quand on dit que c'est pas possible que ça devient intéressant de le faire, quoi. Ok. Et alors, comment tu rentres dans le milieu concret? Parce qu'à la fin de tes études, il faut bosser, j'imagine. Comment est-ce que tu commences à bosser? Enfin, à gagner de l'argent avec la musique? Au tout début... Au tout début, en fait, je commençais un petit peu à travailler dans le monde en fait, de la musique, mais sous le côté technique, c'est-à-dire en faisant un peu le roadie ou le technicien, on va dire, mais de bas étage, celui qui porte les caisses. Et petit à petit, en fait, je crée ce groupe-là, ce premier groupe qui va s'appeler String Orchestra. Et en fait, ce truc-là, ça a été bien parce qu'on a très rapidement été sélectionné sur des tremplins type tremplin Eurockéenne, tremplin de Bourges, genre de choses. Et donc, et finalement, quand tu es en région, en l'occurrence Dijon, c'est une petite ville, mais qui a quand même une scène musicale. Et qui a aussi, c'est une ville qui a quand même une particularité, c'est de mettre plus de 20% de son budget dans la culture. Donc, il se passe quand même pas mal de choses. Il n'y a pas de grand festival référencé nationalement, mais il y a plein de choses qui se passent. Et donc, du coup, les connexions se font assez rapidement aussi, et un concert en entraîne un autre, et au début tu joues pour 200 €, et puis petit à petit ça se développe un petit peu, et donc ça c'est mes premiers pas. Après il y a la création d'une première asso où on a organisé des concerts, et à un moment donné on faisait tout en même temps, c'est-à-dire qu'on était la même bande de musiciens qui jouaient ensemble, qui créaient des concerts, qui produisaient des trucs, et voilà, ça se crée un petit peu comme ça au début. D'accord. Et alors, avant de parler plus intensément de tes groupes, etc., est-ce que tu as un artiste fondateur, en fait, un artiste qui t'a vraiment donné plus envie que les autres de faire ce métier? Mon premier souvenir vraiment en tant que gamin, c'est... il y en a eu 2. Mais le premier vraiment c'est Jean-Michel Jarre, c'est marrant, c'est parce que ma mère elle était quand même écoutait pas mal de trucs différents, elle écoutait notamment ça, et je me rappelle de mercredi après-midi quand ma mère était prof, donc elle donnait des cours à UNSS, je sais pas quoi, et moi d'être tout seul à la maison et de mettre le volume vraiment à fond, et puis d'essayer de chanter par-dessus, de trouver d'autres mélodies, de jouer du piano par-dessus, essayer de trouver un truc à jouer. T'étais déjà dans l'improvisation. Je voulais essayer en tout cas ça m'intéressait de le faire, quoi. Donc il y a eu ça, et après, par la suite, dans ma vie un peu plus de jeune adulte, c'est là où j'ai commencé mes groupes, j'ai été ultra marqué par ce qu'on a appelé le trip-hop. Et Portishead a été un groupe fondateur, parce que d'un seul coup, je comprenais qu'on pouvait faire une musique sombre,
mais le revendiquer comme tel et pas avoir de soucis avec ça. Et en même temps, avec pas mal de sonorités quand même, qui à l'époque étaient un peu nouvelles, et en même temps avoir un lien avec la pop parce que c'était chanté, parce que on pouvait se rappeler d'un refrain ou n'importe quoi. Et donc pour moi, ça a été un des groupes fondateurs. Après, il y a eu plein de choses, mais j'ai toujours été un peu plus intéressé par la musique abstraite. Donc ça a été le trip-hop, mais ça a été après l'abstract hip-hop beaucoup. Ça a été beaucoup de musique expérimentale avec les grandes années pour moi de Warp ou de labels comme ça, ou Big Dada ou Ninja Tunes ou des trucs comme ça. C'est ce qui a donc inspiré le groupe Shrink Orchestra. Ouais, bah, le groupe Shrink Orchestra, c'était marrant parce que en fait, je jouais juste avec un batteur à ce moment-là. Et en fait, on a inscrit le groupe au tremplin Eurockéenne et on a été pris. Et on s'est retrouvé à se dire, ah merde, on s'est joué trois morceaux ensemble, on est qu'à deux, c'est un peu bizarre. Maintenant, c'est peut-être plus assumé d'être peu sur scène avec quand tu vois par exemple Eddie De Pretto, il est tout seul avec son batteur et son iPad, ouais, et puis et ça fonctionne quoi. À cette époque-là, on était encore beaucoup dans une logique de groupe un peu plus traditionnelle quoi, mais avec. Et donc du coup, on se dit bon, comment on fait ? On a fait une sorte d'audition un petit peu avec des gens qu'on connaissait pas vraiment. Donc il y a eu un DJ drum and bass qui est venu avec qui scratchait. On a recruté après des cuivres. Enfin, on est allé dans tous les sens. Donc c'est devenu une forme de groupe assez fusion entre du dub, l'abstract hip-hop, et puis il y avait un côté assez rock du fait d'une vraie batterie. Et puis le chanteur qui est arrivé par la suite, lui venait du métal. Donc du coup, ça amenait vraiment beaucoup de couleurs musicales. C'était une vraie partouze musicale. Toi, tu chantais pas au début de Shrink Orchestra ? Non, c'est pas mon. Pas de chant ? Non, non, moi je suis pas chanteur. De toute façon, ça marche pas. Toi, tu faisais du coup les machines. Je faisais les machines, toute la compo en fait. Ouais. Ah oui, la compo plus. Je composais les titres et puis après on les réorchestrait ensemble. Et sur scène, je jouais souvent les basses, mais basse machine, donc au clavier, quelques claviers, deux fois un peu de guitare. Voilà. Ok. Et est-ce que à part jouer des machines, tu joues toujours d'un instrument dans ton groupe, tu samples ton instrument parce que tu disais que tu faisais du piano. À cette époque-là, ouais, on jouait comme beaucoup mes parties musicales, ce qui est devenu un petit peu plus compliqué par la suite parce que à l'heure actuelle, je me considère même plus comme un compositeur de musique que comme un musicien. Ouais. Parce que j'ai pas le temps, ou en tout cas, je prends pas le temps de travailler mon instrument. Parce que je mets mon énergie autre part, mais à cette époque-là, ouais, si, quand même, le piano et la guitare, même un peu de basse, c'était des instruments qui étaient quand même. En tout cas, sur scène, les choses étaient jouées, quoi, quand même beaucoup jouées, quoi. Puis on avait de la vidéo aussi. Il y avait toujours eu cette logique vraiment un peu pluridisciplinaire, quoi, qui m'intéressait. C'était le tout début où la vidéo devenait arrivait un petit peu sur scène avec, je sais pas si vous des groupes comme Ezekiel, des choses comme ça, et qui a été un groupe un peu aussi qui m'a pas mal marqué à l'époque parce que je trouvais que c'était d'un seul coup je trouvais qu'il y avait une classe infinie dans leur musique, les vidéos étaient belles, voilà. Ouais, ils avaient monté un concept graphique sonore vachement complet en fait. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que j'ai quand même toujours été dans cette vision de la musique qui, au-delà de la performance sur l'instrument, qui est quelque chose qui, par exemple, moi, m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que tu me poses devant un guitariste, par exemple, ou tout autre musicien qui me sort un solo de l'enfer. Je dis, ouais, ok, c'est ok. Mais ça me touche pas spécialement. C'est comme, par exemple, une partie des beatboxers qui sont que dans le performatif. Donc si tu veux, je suis capable de voir qu'il y a une performance et ça c'est intéressant on va dire, mais musicalement la plupart du temps ça me touche pas beaucoup parce que je cherche la musique en fait là-dedans quoi. Ce que moi je comprends comme tel, hein. Les gens peuvent avoir une autre vision de tout ça quoi. Mais donc du coup sur cet aspect musical, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait quand même des liens assez forts à créer avec l'image, des liens assez forts à créer avec d'autres formes de spectacle. Ça peut être la danse, ça peut être plein de choses, et en fait je trouve qu'on le voit quand même pas mal à l'heure actuelle parce qu'il y a quasiment plus aucun groupe qui tourne sans vidéo ou qui tourne au moins sans un concept scénique important, une scénographie. Je pense qu'on est rentré dans quand on a tourné un peu la page de ces groupes traditionnellement pop-rock, on est arrivé dans quelque chose de différent, en tout cas qui moi me plaît.
cet aspect d'être vraiment dans quelque chose de pluridisciplinaire, que un média nourrisse un autre et qu'il y a une dimension plus spectacle dans la musique en fait, qui est intervenue petit à petit, je trouve. Alors, Shrink Orchestra, c'est un groupe qui a 10 ans. Je crois pas. Enfin, tu l'as arrêté ou tu continues Non, c'est que ça s'est arrêté. C'est un peu les groupes de musique, c'est pour que ça fonctionne, tu as besoin d'être une famille en fait. Tu as besoin de vivre ensemble, de transpirer ensemble dans la salle de répète, d'être ensemble même plus loin que ça, dans ta vision de ta vie quotidienne. Et à ce moment-là, mes deux comparses principaux, parce que au départ on était nombreux, mais petit à petit ça s'est resserré. On a fini dans 3 musiciens plus un vidéaste. Donc mes deux comparses musiciens changeaient de vie petit à petit, quittaient la scène, aller rentrer dans un truc plus de vie de famille, des trucs comme ça, déjà à cette époque-là. Donc du coup, moi, étant donné que cette énergie-là m'avait pas quitté, non, ça s'est arrêté, j'ai fait d'autres groupes. Mais donc non, ça s'est terminé il y a déjà un petit moment. Ouais. Et c'est après la fin de ce groupe que tu pars en Australie, parce que je crois que t'as fait un petit voyage là-bas. Ouais. En fait, il s'est passé d'autres choses entre ça et c'est la fin de ce groupe et l'Australie, mais en fait entre la fin de ce groupe et l'Australie, j'ai fait beaucoup de créations en spectacle vivant. Donc dans centre dramatique, théâtre, un peu dans les centres chorégraphiques aussi. Donc ça m'a occupé pas mal de temps. Et après, il y a eu l'Australie, où là, j'étais typiquement dans ce truc où ça faisait un peu trop longtemps que j'habitais dans cette petite ville de Dijon. J'avais besoin de trouver un échappatoire, trouver une façon de sortir un peu de mon quotidien et de me remettre en cause, quoi. Et quoi de mieux de partir dans un pays anglo-saxon, surtout quand on a un niveau d'anglais proche du néant. Pour se remettre en cause, c'est pas mal, parce que dès qu'on ouvre la bouche, on est limité. Donc tout est un nouveau défi. Donc là, je suis parti à Melbourne, m'installer, et c'est à peu près à ce moment-là que finalement j'en suis venu à faire de la musique pour l'image, ce qui occupe pas mal mes journées maintenant. Quand tu dis pour l'image, c'est-à-dire pour le film, pour l'animation, film, documentaire, animation, pub, en tout cas voilà, de synchroniser de la musique à une image, quelle qu'elle soit, finalement, quel que soit l'objectif, quoi. Mais parce que juste avant tu faisais surtout pour théâtre et des c'était du spectacle vivant. Spectacle vivant. Donc je vois ce que je dis spectacle vivant parce qu'il y a quand même plein de choses différentes. C'est aussi visuel finalement. Après c'est sur un temps plus court peut-être que sur le. Enfin, qu'est-ce qui t'intéresse ? Pourquoi tu as fait le switch entre du spectacle vivant et du cinéma ? À l'époque, la raison n'est pas noble pour moi. C'est simplement que mon niveau d'anglais était tellement faible que je ne pouvais pas avoir une conversation avec un chorégraphe ou un metteur en scène, tout simplement. Bon, c'est pas glamour, hein, mais c'est comme ça. Et à cette époque-là, voilà. Donc du coup, puis en même temps, j'avais toujours... Même enfant, j'ai comme des flashs comme ça où des fois tu es dans la voiture, t'attends, je sais pas quoi, et t'imagines la musique, ou alors il y a une musique à la radio, et puis je me rappelle, tu sais, fermer les yeux et voir des images par rapport à ça, en tout cas j'avais toujours une lecture assez graphique de la musique. Et d'ailleurs, quelque part, quand je vous racontais un peu cette blague sur Eric Tabarly, il y avait cet aspect-là finalement de lire une image, quoi. Même si elle était très basique avec ce petit bateau d'enfant, il y a quelque part cette lecture que je peux avoir de la musique qui n'est pas simplement qu'un amas de notes et de mélodies, mais qui est peut-être aussi un média pour transcrire, pour transmettre d'autres valeurs et d'autres idéaux. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et puis par rapport à tout ça... ouais, enfin voilà, ça s'est développé un petit peu comme ça dans ma tête, et puis et j'avais vraiment envie, et ça reste un de mes grands objectifs, vraiment d'écrire une musique de long métrage ou quelque chose comme ça, parce que je pense que la musique, c'est vraiment un narrateur parallèle. C'est-à-dire que quand tu viens à composer de la musique pour effectivement le cinéma, mais c'est la même chose quelque part avec le théâtre, par exemple. Parce que le théâtre, on va dire, c'est connexe avec le cinéma. Il y a des acteurs, il y a du texte, etc. L'endroit où ça se passe change beaucoup la donne, parce que le plateau de théâtre, c'est quelque chose d'assez sacré, assez différent d'un plateau de cinéma. C'est pas la même construction, en fait. Mais par contre, il y a ce rapport quand même au texte et au jeu. Et au début, quand on demande de faire de la musique pour le théâtre, c'est
c'est un peu intimidant pour le musicien parce qu'on a des fois un peu la peur du vide. Donc on veut mettre des notes partout, du son partout, et puis d'un seul coup on va dire non mais attends, là on n'est pas en train de faire un clip, on n'est pas en train de faire etc. Donc c'est cette lecture là des choses qu'il faut réussir à avoir et à déterminer. Et c'est intéressant parce que quelque part petit à petit on rentre dans une lecture sensible, une lecture, comme je disais, un narrateur parallèle qui permet des fois de raconter un peu la même histoire que ce qui est en train de dire par le texte ou les comédiens, ou des fois un petit peu de questionner ce qui est en train de se passer sur le plateau. C'est-à-dire qu'on peut devenir, la musique peut un temps être très ironique. Elle n'est pas forcément didactique, hein, c'est parce qu'il y a une scène triste qu'on sort les violons. Et dans le théâtre contemporain, il y a un truc qui m'intéressait aussi, c'est-à-dire il y a un rapport au sonore, qui n'est pas que de la musique, c'est-à-dire ce qu'on dans le cinéma ou dans la pub on appelle le sound design, ou que dans le théâtre ils appellent ça créateur sonore, d'une façon un peu pompeuse, hein. Mais du coup ce qui est intéressant par contre c'est qu'on peut se permettre de faire jouer une partie de piano qui joue en duo avec je sais pas 4 tas de sable qui s'égrènent, où on tape dedans, qui crée des rythmiques, enfin bon. Et il y a ce rapport-là qui, moi, m'intéresse pas mal. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de pas mal travailler sur du 5.1, enfin de la multidiffusion. Donc, c'est aussi un rapport au son. Parce qu'il y a des propriétés physiques dans le son. Par exemple, des fois, je sais pas, ça vous arrive sûrement des fois dans des films, des fois, tu perçois pas encore complètement le son avec tes oreilles, mais tu le perçois dans ton corps, comme avec des fois des sons un peu très bas ou au contraire très aigus. T'as un truc qui te dérange ou qui t'interroge, alors que pourtant c'est pas vraiment perceptible qu'il y a du son dans la scène, etc. Donc c'est des choses comme ça que je trouve intéressantes parce que le son et la matière sonore en général peuvent t'amener à ressentir d'autres choses. Et voilà. Ça me fait penser à cette scène dans Le Prophète de Audiard, où tout d'un coup il n'y a plus de son parce qu'il y a tellement de bruit que le mec est assourdi. Et en fait ça crée une émotion complètement décuplée, quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans certains films, si on l'écoute sans son ou même sans habillage musical, c'est plus le même film, quoi. Ah ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la relation avec un réalisateur de film, c'est que il faut trouver vraiment un équilibre en fait entre des fois des aspects qu'on peut plus qualifier de sound design où tu as effectivement d'un seul coup une scène assourdissante où tu entends juste un bip comme ça au-dessus et avec une sorte de truc, tu as l'impression qu'il y a énormément de bruit alors qu'il n'y en a plus aucun. Donc ça, c'est des manipulations sonores, etc., qui sont intéressantes. Des moments qu'il faut que la musique prenne le dessus et que son aspect mélodique et harmonique puisse aussi s'exprimer comme un soliste. Et des moments aussi où c'est juste des petites nappes derrière qui sont comme des petites béquilles pour le jeu et pour la vision, quoi. Il faut trouver un équilibre parce qu'effectivement la musique c'est un vecteur assez fort, donc on peut vite se retrouver dans un clip, ce qui n'est pas l'objectif du tout, mais c'est ce genre de discussions qui sont intéressantes à avoir avec un réalisateur. Mais en fait en vrai j'ai encore refait un truc en théâtre là récemment avec un metteur en scène, c'est la même chose, quoi, parce qu'on est dans cette lecture un petit peu. Mais en plus, tout est un peu multi-référencé. On est donc du coup, il y a cette part d'objectif de créer un vocabulaire commun, d'essayer de se comprendre à demi-mot, d'aller vite aussi, parce que en plus la particularité de la musique dans le théâtre ou dans le spectacle vivant, c'est en général c'est le dernier truc qu'on gère, quoi. C'est vraiment le metteur en scène qui d'un seul coup se retourne et fait bon, oui, la musique. Comment on fait la musique? Et toi, tu es là. Genre, c'est 3, 4, c'est à toi. Alors là, tu as intérêt à savoir avoir un truc à proposer, sinon tu passes pour un con. Mais c'est un petit peu cette lecture-là. Donc Parce que le montage d'une pièce de théâtre avec la musique, elle se fait avec le musicien tout le temps, ou tu arrives juste à la fin, au moment du filage, on te dit bon, alors qu'est-ce que tu as fait? Ça dépend des compagnies. Ouais. Mais moi, en fait, si une compagnie me demande de travailler avec eux, je leur dis que je suis avec eux tout le temps. S'ils ont 3 semaines de résidence dans un théâtre, je veux être là les 3 semaines. Pas forcément être là toute la journée, parce qu'il y a des fois des moments de répète qui sont pas intéressants pour un musicien. Mais je veux être là dans le simple fait que je trouve ça trop... comment dire
c'est trop important de voir, en fait, parce que tu sais, c'est quand tu crées un spectacle, c'est comme une petite bobine que tu tires petit à petit. Et en fait, si toi, tu loupes un bon moment si tu viens une fois le lundi et qu'après tu reviens le vendredi, tout ce qui s'est fait en 5 jours de travail, il y a eu plein d'étapes qui ont permis qu'à un moment donné, d'un seul coup, c'est beau, c'est joli, il se passe un truc. Et si tu loupes tous ces moments-là, je vois pas comment vraiment tu peux être pertinent en dehors de faire de la musique un peu cosmétique, quoi. C'est-à-dire, ah là, il y a un besoin de musique, il faut que ce soit triste, joyeux, urbain, très stressant, peu importe. Tu fais OK, mais moi, ça me permet pas de ressentir vraiment la dynamique d'un spectacle. Après, j'ai créé dans différents pays. Les différents pays, des fois, ont des techniques de travail un petit peu différentes, des approches aussi différentes. En France, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de subventions dans le spectacle vivant, donc ce qui fait qu'il y a quand même des compagnies qui peuvent se permettre d'être 3 semaines ensemble, voire des fois beaucoup plus, hein, pour des grandes compagnies. Mais même des petites compagnies, des fois, peuvent se dire, OK, pendant 3 semaines, même si des fois, t'es pas tout payé, mais tu as un lieu de travail avec des enceintes, un plateau, des éléments de décor, etc. Tu peux travailler réellement. Quand par exemple j'ai fait des créations au Canada par exemple, là c'est plus compliqué parce que des fois tu as un lieu équipé mais on te dit alors bon il faut travailler lundi mardi donc le 6-7 juin, après on a un créneau le 13 et 14 pour que tu puisses utiliser le matos voilà, donc ce qui fait que du coup tout est ultra morcelé, donc c'est quand même un peu compliqué de rentrer dans quelque chose un peu global. Donc après d'autres compagnies plus grosses peuvent se le permettre certainement, mais enfin ce que je veux dire c'est que en tout cas pour la première question que tu m'as posée, moi j'aime bien vivre avec les gens, quoi, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut être pertinent, quoi. Et quand tu fais une musique de film, tu es quand même un peu tout seul dans ton truc, en train de composer ta musique, loin de du réalisateur, non ? Ouais. Musique de film, en tout cas, tout ce qui est à chaque fois que je fais de la musique pour quelque chose d'animé, que ce soit du film, de l'animation, n'importe quoi, il y a plusieurs logiques, parce qu'il y a des fois des réalisateurs qui aiment t'intégrer très rapidement dans le processus. Et d'autres où la musique, même si c'est important, ça arrive un peu plus tard quand le film est déjà monté, etc. Donc ça dépend. Il y a des compositeurs qui aiment beaucoup travailler juste sur le texte, sur des premières images, ce qu'ils appellent des animatiques, où tu as un petit peu juste les prémices des scènes qui vont arriver. Mais et d'autres qui préfèrent quand c'est sur quelque chose d'assez monté, parce que du coup ça te permet de régler tes tempos tout de suite, de savoir un petit peu dans quelle durée tu dois faire. Enfin, ça dépend un peu. Après, franchement, c'est souvent le projet qui dicte un peu la façon de travailler, quoi. Parce que, à part, peut-être sur un long métrage, en tout cas, je pense que ça a beaucoup à voir avec la relation que tu tisses avec le réalisateur, en fait. Et aujourd'hui, tu t'intéresses particulièrement aux films d'animation, tu m'as dit. Le film d'animation a encore plus besoin de musique, puisqu'en fait c'est un film qui n'a pas de sonorité, enfin il n'y a rien, quoi, dans un film. Quand tu débutes, il n'y a pas de son usuel, et du coup c'est pour ça que toi tu veux aller plus dans le film d'animation, ou il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a comme enfin tu as parlé du graphisme tout à l'heure qui t'intéressait, comme le bateau là pour ton ouais mais il y a sûrement d'autres raisons. Ouais, non, je sais pas. En tout cas, il y a comme des super films d'animation qui sont tournés un peu tout le temps, qui sont construits. Il y a, j'ai été un peu sensibilisé à ça parce qu'on m'a invité plus de 2 années de suite là sur le festival d'Annecy du film d'animation. Donc du coup, j'ai vu plein de choses différentes et il y a ce rapport au son qui est quand même un peu différent effectivement du film, parce que t'es pas obligé d'être réaliste tout le temps, et il y a effectivement beaucoup de musique dans les films d'animation en général, et en tout cas le nombre de thématiques abordées te permettent aussi d'avoir une musique un peu différente, quoi. Puis non, je sais pas, en tout cas j'ai pas de raison plus profonde que ça en fait pour vouloir aller vers le film d'animation. C'est simplement que je trouve que c'est un milieu très créatif en ce moment, et notamment en France, mais dans d'autres endroits aussi. Et surtout, les gens que tu rencontres dans ce créneau-là sont quand même assez accessibles. Et
Par exemple, quand on se balade à film au Festival d'Annecy, il y a un peu toute la crème de l'animation mondiale qui est là. C'est-à-dire qu'il y a les gens ça va de Pixar, Disney, en passant par des studios très confidentiels. Mais tout le monde est ensemble, tout le monde se parle, c'est assez simple. Parce qu'il y a moins cet aspect un peu business, même si c'est un business, mais en tout cas star, glamour que peut donner un peu les festivals de cinéma, ce genre de choses. Donc c'est un peu différent, le rapport est assez humain, donc moi c'est un truc qui me plaît bien aussi. Et alors ton process quand on te demande une musique, parce qu'on a eu quelques clés, mais toi, tu te mets tout seul dans ta chambre, tu commences à composer, ensuite tu proposes des trucs et vous échangez comme ça. Et après, tu gardes une musique, parce que j'imagine que tu composes sur ordinateur. Après, tu fais appel à des orchestres, des choses comme ça ou Disons qu'il y a 2 questions là dans ta question. Ouais, c'est ça. Mais la première, pour répondre à la première, c'est... Encore une fois, c'est vraiment lié à ta relation au chorégraphe, metteur en scène, n'importe quoi. Parce qu'en fait, en vrai, des fois, tu as des gens qui ont beaucoup d'idées sur la musique. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah ouais, moi », ils donnent beaucoup de références, par exemple. « Tiens, j'ai aimé tel titre, j'ai aimé tel morceau, tel album, tel artiste. » D'autres qui sont au contraire... genre, surprends-moi. Donc là, tu fais OK, bon. Et donc ça dépend un petit peu comment ça se passe. Après, de toute façon, effectivement, quand on est compositeur, et notamment pour l'image, à part des discussions, finalement, on essaie d'avoir des discussions avec le réalisateur pour se mettre d'accord finalement plus sur un vocabulaire. Parce que y a des fois des mots qui sont en fait creux. C'est-à-dire que si tu me dis... je veux que ce soit rock, ça veut absolument rien dire, quoi. Parce qu'en fait, on prend 10 personnes, tu leur demandes qu'est-ce qu'est le rock, c'est sûr qu'on aura peut-être au moins 10 noms différents. Après, il y a peut-être des guitares saturées. Non, mais ça peut dire... moi, je fais partie d'une des 10 personnes, du coup. Ouais, non, mais voilà, c'est ce que tu vas me dire. Ça se trouve, on va me dire après, on va dire, c'est Nirvana, pour moi le rock, à un moment, c'est Elvis Presley. Bon, bah alors là, on est quand même dans des... Non, mais... Rock and roll. Ouais, non mais bien sûr, mais tu vois, il y a des c'est une histoire de vocabulaire et de mesure en fait. Essayer de comprendre là où se situe la personne, parce que dans les réalisateurs, il y a des gens qui veulent absolument que la musique des fois prenne vraiment le pouvoir. Des fois, c'est plus subtil que ça. Il y a plein de réalisateurs aussi tout en aimant beaucoup la musique, qui ont peur de la musique. Elles ont peur que ça prennent un peu trop le pouvoir sur l'image et sur la narration, etc. Donc il faut trouver un petit peu cet équilibre, voir un petit peu où l'autre se situe et essayer de proposer des choses. Donc ça, une fois que c'est les conversations-là, effectivement, ça passe par un travail un peu solitaire. Et moi, j'essaye souvent de donner des orientations un peu différentes. C'est de donner 2-3 impulsions et après de voir un peu avec le réalisateur et qu'il me dise « Ah, ça me plaît ». Et puis après, de construire autour de cette idée qui peut lui plaire et d'essayer de l'amener aussi, lui, à référencer son envie musicale pour que ça me donne des couleurs. Tu vois, si il me dit je veux de l'électro, mais je veux de l'électro par exemple, je sais pas, à la Flume ou à la Daft Punk, on est d'accord qu'on est dans 2 couleurs électro très différentes. Donc, du coup, c'est quand même intéressant qu'il me donne sa référence de Daft Punk, par exemple, même si je vais jamais faire du Daft Punk parce que c'est pas forcément moi, mais ça me donnera une petite façon quand même de rentrer dans un univers sonore, quoi. Et en tout cas, une sorte de techniques aussi qui sont différentes si tu veux faire du dubstep ou si tu veux faire de la house ou n'importe quoi. Donc quand tu composes plusieurs styles, tu peux approcher un style comme un autre, mais il faut un petit peu réduire l'entonnoir et après créer un petit peu des familles musicales, des couleurs. Et la deuxième question de truc que tu as posé, c'était ça m'est arrivé de pouvoir faire enregistrer un orchestre sur certains projets, mais encore une fois, c'est une question souvent d'économie. Ouais. Donc du coup, tu simules sur ordinateur des instruments qui existent. Dans l'ordinateur, j'ai tout l'orchestre. Ouais. Disons qu'il y a les samples, mais il y a aussi des samples, des sampleurs qui te permettent de rejouer note à note exactement toutes les partitions des orchestres. Donc du coup, que ce soit des bois, des cordes, des cuivres, peu importe. Donc ouais, j'ai tout ça dans l'ordinateur. Mais en vrai, effectivement, dans le meilleur des mondes, ce qui est chouette, c'est de faire jouer des musiciens parce que c'est...
En plus, ça prend un autre essor, ça prend une autre couleur musicale. En plus, eux amènent toujours un petit peu aussi leur sensibilité là-dedans. Il y a une fois où je l'avais fait on m'a commandé une musique pour un feu d'artifice. Et donc, du coup, dans la commande, il y avait que je devais écrire des partitions pour l'orchestre régional de cette ville. Et donc, du coup, c'était intéressant parce qu'en plus, il y a un rapport des fois entre le musicien classique et le musicien autodidacte ou même rock ou électro qui est quand même assez drôle parce que on en revient à l'histoire du vocabulaire. Parce que moi, je disais, des fois, j'ouvrais le talkback là, entre la salle d'enregistrement et la salle de mixage. Et bon, les gars, on la joue un peu plus punk là. Et donc là, je voyais les yeux qui s'agrandissaient. Genre, je me dis, ah non, c'est bon, c'est pas le bon vocabulaire, c'est fortissimo. Voilà. Alors, j'en dis, bon, fortissimo, mais bien fortissimo. Hein. Alors, c'est bon. Et donc, du coup, voilà. Bon, et au final, c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, c'est encore plus loin que tout ce que j'ai pu dire pour l'instant. C'est ça qui m'intéresse dans la musique. Ça paraît bateau et cliché, mais c'est créer ce genre de passerelle, en fait. Parce qu'en vrai... c'est vrai que tu es un peu complexé quand tu es un musicien. Pas si toi, tu l'es, mais dans l'imaginaire, tu peux te dire qu'un musicien classique, il connaît son solfège par cœur, il lit des partitions comme il lit un livre. Ça peut donner quelques complexes à quelqu'un qui ne sait pas faire ça. Ouais, non, mais c'est sûr, mais justement, moi, je milite pour une forme d'acceptation globale, finalement, entre toutes les corps de métier et même tous les différents types de musiciens. Ouais. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à aller vers les gens qui défendent vraiment une chapelle ou qui sont très, très pointus dans quelque chose, ou même ce que je vais appeler les ultra techniques, qui te sortent 47 notes en l'espace de 2 secondes et demie. Bon, c'est bien, c'est performatif, mais ça m'intéresse pas des masses. Moi, je préfère finalement me retrouver en tant que musicien. Tu vois, par exemple, typiquement dans ce genre le moment dont je vous parle, là, avant, c'était eux, ils croyaient que j'étais DJ, quoi. Alors moi, j'ai jamais été DJ de ma vie. Pour moi, c'est un autre métier encore que ce que je fais. Je touche de la matière électronique, mais c'est pas la même chose. Et après, il y a des DJ qui s'appellent DJ Shadow, je sais pas quoi, qui sont pas vraiment. Non, mais tu peux avoir les deux aussi. Ouais. Mais bon. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'étaient pas forcément DJ, enfin, moi, DJ. Oui, non, mais bon, après, peu importe, mais tu vois, c'est toujours ce truc où tu te dis, finalement, si chacun se sent bien dans ses baskets et bien avec ce qu'il est en train de faire, on peut aller approcher des gens qui ont une technique complètement différente de la tienne et qui sont même virtuoses là-dedans, comme effectivement. Moi, c'est assez hallucinant d'ailleurs, comme tu parlais d'un musicien classique qui arrive à déchiffrer une partition comme toi, tu lis un livre. Et des fois, tu as fait un solo, par exemple, je me rappelle d'un solo de hautbois, assez un peu technique, et je me dis, bon, ça va sûrement nous prendre un peu de temps. Surtout qu'en plus, des fois, je le compose, mais alors avec une vision de l'instrument qui n'est pas la bonne, parce que je ne sais pas exactement comment ça se joue du hautbois, donc du coup, je fais des notes, moi, ça me semble bien, la mélodie est cool, mais en fait, en vrai, par rapport au positionnement sur l'instrument, des fois, le mec, il dit, oh là, comment je passe de cette note à cette note, c'est pas aussi simple. Bon, il faut trouver des façons. Mais j'étais complètement estomaqué, parce que d'un seul coup, je vois le gars qui me sort le truc, là, à la première prise, limite, on en a fait 2 pour la forme, mais bon, voilà, c'est... Mais en même temps, il y a plus d'intérêt à être enthousiaste par rapport à la richesse que l'un peut amener à l'autre et à collaborer que d'être dans une forme d'adoration ou de complexe. Même si, bon, des fois, on décide pas d'être complexé. Hein, mais ouais, en tout cas, c'est cette vision-là un petit peu d'une forme de collaboration, d'écoute qui m'intéresse, quoi. Est-ce que tu as encore le temps pour des projets perso ? Parce que Shrink Orchestra, c'était un projet perso, mais... depuis en fait ça fait partie d'une réflexion assez importante chez moi là, en ce moment, c'est justement de revenir vers des choses personnelles aussi, parce qu'entre l'Australie puis après j'ai habité au Canada un peu quelques mois aux États-Unis, j'ai fait que de la commande pendant je sais pas 6 ans peut-être. Et je me suis rendu compte de plein de choses. C'est-à-dire que la première, déjà d'un point de vue très personnel en tant que musicien, c'est que je ne savais plus comment je m'appelais. C'est-à-dire que je ne savais plus quelle était ma couleur musicale personnelle. Parce que finalement, quand tu passes d'un film pour Stella McCartney, on dit il faut faire de l'électro comme si, aller vers une autre marque, un autre projet, un documentaire, n'importe quoi, on leur dit ah non, on veut faire du piano, pizzicato. Bon, au bout d'un moment, tu sais que tu composes d'une certaine façon, peut-être les gens qui suivent un peu ton travail
travail ou toi-même peut percevoir la patte musicale, mais une patte musicale, ça détermine pas une couleur. Enfin, c'est juste des petits points, quoi. Donc du coup, toi-même retrouver un petit peu ce que tu as réellement envie de faire d'un point de vue personnel, c'est un défi après des années et des années de commandes. Et donc du coup là, cette année, je me suis mis vraiment là-dedans, de retrouver des titres, recomposer. Ça me prend pas mal de temps. Mais c'est un objectif que je vais mener à bien, j'espère, relativement dans un avenir relativement proche. Et ça va se passer comment? Tu as envie de sortir un album, ou des chansons, en fait, j'ai repris un autre nom où je m'appelle, donc ça s'appelle Faubourg. Et en fait, où j'ai sorti un premier titre qui est en ce moment disponible dans toutes les... on appelle ça, les plateformes numériques, là, Deezer, Spotify et consorts. S'il y a des sites qui vendent de la musique, des gens encore achètent de la musique, j'en connais peu, mais bon. Et donc voilà, parce qu'en fait finalement c'est arrivé d'une façon un peu surprenante, mais j'ai fait une pub télé pour une marque qui s'appelle Babyliss, les sèche-cheveux, un truc comme ça. Et j'ai un éditeur qui travaille avec moi, notamment quand ça passe à la télé, parce qu'il y a des droits d'auteur à récupérer pour les musiciens. Et lui m'a dit: ah non, mais cette pub, ça peut être un tremplin, c'est intéressant, faut qu'on sorte le titre. Donc du coup, ça a un peu précipité tout ce truc-là. Donc là, ce titre-là, du coup, est sorti dans ce cadre-là un petit peu. Donc c'est la musique plus longue forcément que la pub, c'est un vrai morceau. Mais donc du coup, ça a eu le mérite en tout cas de me remettre le pied à l'étrier et d'essayer d'avancer de nouveau là-dedans. Et en tout cas, je pense que c'est quand même, pour revenir à la question, c'est quand même primordial, je pense, malgré tout, quand t'es artiste, quel que soit ton média, à un moment donné, de faire des choses personnelles, parce que ça va te nourrir et ça va nourrir ton travail, même de commande. Je pense qu'on peut vite devenir prisonnier de ces commandes-là, et puis finalement d'être un graphiste, un musicien, un motion designer de commande finalement, et de plus avoir de... Et puis au bout d'un moment, même si tu veux passer des étapes dans ta carrière et essayer d'avancer toujours plus sur des projets un peu plus intéressants, je pense que c'est important de cultiver sa propre personnalité, parce que si on la perd, on devient juste un technicien. Et technicien, c'est important, il en faut, etc. Mais si toi t'aspires à faire de la création, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux vite changer de métier, d'être un rapport juste... effectivement, faut faire un rond comme ça, ok, très bien, bon, voilà. Et du coup, moi, ça m'intéressait de rester dans une dynamique où j'espère avoir quelque chose à dire qui peut intéresser les gens, quoi. Ok, et ton inspiration, elle est dure à trouver chez toi, ou parce que l'inspiration, tu dois la trouver pour tes projets de commande, pour tes projets perso, Pour les projets de commande, c'est facile. D'une, parce que je pense qu'on est jamais vraiment... on est investi dans le travail, c'est une chose, mais c'est pas sensible, en tout cas. Quand, je vais pas chercher dans mon âme ou dans mon cœur des choses très importantes ou très sensibles ou très personnelles quand on me demande de faire la musique de la prochaine pub pour Magie, par exemple, ou pour je sais quelle marque. Mais par contre, en vrai, c'est... Donc là, du coup, c'est assez simple. Après, des fois, ça peut être compliqué quand même de trouver le ton juste, etc. Mais bon, tu es dans une logique où même tu peux travailler en journée, n'importe quel moment de la journée, tu as une commande, tu as des deadlines, tu as des choses à faire, des gens qui te demandent des choses. Donc tu es dans un rapport aussi où tu es vraiment dans le travail. Et donc du coup, c'est pas trop compliqué. Pour ce qui est personnel, effectivement, ça demande de se connecter un peu plus profondément avec soi-même. Donc ça, c'est plus d'enjeu, en fait. Puis en plus, à un moment donné, si on sort ce titre-là ou ce dessin ou n'importe quoi, ça va être sous son nom personnel. Donc du coup, à un moment donné, il faut pouvoir l'assumer, pouvoir le défendre aussi. Parce que des fois, tu sors des choses et puis t'as pas à l'assumer. Finalement, c'est la marque qui l'assume, ou même des fois, c'est le réalisateur. Il dit: oh, on m'a demandé de faire ça. Bon, ok. Là, d'un seul coup, on peut se cacher derrière personne. Donc du coup, il faut réussir faut pouvoir être fier de soi quand on propose, on essaie de montrer quelque chose, faire écouter un titre à quelqu'un, ou peu importe, quoi. Et donc du coup, ça prend plus de temps, parce qu'en plus il faut aussi des fois faire un pas de côté par rapport à sa vie quotidienne. Voilà. Et les réalisateurs, on
maintenant de parler, ils te trouvent comment? Est-ce que tu fais des démarches commerciales? Parce qu'en plus, on parlait d'entrepreneuriat artistique tout à l'heure. Des démarches commerciales ou marketing pour les trouver, ces clients, ou ils viennent à toi parce qu'ils ont entendu tes réalisations passées? Il peut y avoir un peu des deux. Mais en fait, je suis resté pas mal. Parce qu'il y a un élément fondamental dans ma façon de voir un petit peu mon métier. Alors, d'un point de vue relations publiques, relations avec n'importe qui, c'est comme quand je suis allé habiter en Australie. Et par la suite au Canada, c'est la même logique anglo-saxonne, on va dire, pour donner une grande étiquette. C'est qu'ils ont un rapport plus direct les uns aux autres dans le métier. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, tu vois le travail de quelqu'un, et ils hésitent un peu moins que nous à dire « Ah, super boulot », ou s'envoyer des messages, ou se dire « Ah tiens, est-ce que pour se rencontrer, on peut aller juste boire un café ensemble ?» En France, quand même, on est un peu plus fermé sur ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand tu t'envoies des mails spontanés, parce que même quand tu dis juste ton boulot est bien, c'est un mail spontané, en France, on a comme tendance à dire c'est qui cet emmerdeur qui m'envoie des emails là. Ah bon. On est quand même vraiment dans un truc comme plus fort de cooptation en France, ou de tu connais qui. Ouais. Qui t'a amené là? T'as travaillé avec qui? La logique anglo-saxonne, et attention, je la défends pas jusqu'au bout, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment bien aussi, notamment dans la fidélité de travail en France, par exemple. C'est que ils vont plus penser quand ils reçoivent un email. Bon, après, on est d'accord qu'il faut que si tu regardes des liens, que ce soit bien, que ce soit machin, etc. Ils vont pas. Mais ils peuvent se dire, tiens, c'est peut-être une opportunité. C'est leur côté aussi pragmatique qu'on a un peu moins nous, etc. Donc du coup, c'est une autre façon de faire. Donc j'ai gardé un peu cette dynamique-là quand même. Donc dès que je vois un boulot qui me plaît ou qui m'intéresse, je le dis. Et je contacte les gens. Ils répondent pas. Après, en fait, en vrai, c'est pas mon problème, parce que je dis un truc que je pensais, qui me demande pas d'effort particulier, qui me demande pas de... J'ai par contre une difficulté à être dans une approche trop marketée de mon action, genre à faire genre une newsletter ou des trucs comme ça. Ça me paraît pas être moi, donc du coup ça, je le fais pas. Par contre, prendre contact avec tous les gens où j'ai un centre d'intérêt, ou discuter, ça m'intéresse bien, quoi. À propos de tes œuvres perso, parce que pour les œuvres de commande, il y a des deadlines et des choses comme ça. Quand est-ce que tu sais que ton œuvre est finie? Ça, c'est une bonne question. Je vous remercie de vous la reposer. C'est ça qu'on dit. Non, je sais pas. Souvent, c'est les... Je pense, en vrai, moi, je crois beaucoup à la deadline, même quand c'est pour toi. Parce que sinon... Tu t'imposes des deadlines? Ouais, ou je m'impose un truc. Par exemple, si sur un titre, je me dis... parce que sinon, moi, j'ai une tendance à... Enfin, je vais reprendre le truc, reprendre d'un seul coup. J'avais fait un nouveau morceau sur un autre morceau. Et la peur du vide, des fois, d'un coup, tu te remets à mettre trop de parties musicales. D'un coup, c'est une sorte c'est une bouillabaisse après le morceau, donc ça marche plus. Mais donc du coup, des fois, quand je veux vraiment avancer sur un truc, je me donne soit des rendez-vous professionnels, que ce soit un éditeur, un label ou n'importe qui, où il faut que j'ai un truc à présenter, donc il faut que ce soit là. Ou alors, carrément, je me cale, par exemple, je sais pas, une séance de mastering. Parce que quand le morceau est masterisé, là, tu peux plus rien faire dessus. Enfin, voilà. Donc, tu fais masteriser par quelqu'un d'autre, du coup. Voilà, ouais, bien sûr. Et donc, du coup... bien sûr, c'est pas forcément évident. Enfin, pour toi, j'imagine. Non, ouais. Mastering, c'est un truc particulier. Il y a des gens spécialisés qui font mastering, c'est ça? Ouais, carrément. Et en fait, ça demande une... En fait, il y a eu cette limite qui est un peu poreuse maintenant avec l'avènement de tous les home studios et tout ça. C'était qu'avant, t'étais musicien, tu jouais d'un instrument, t'écrivais des chansons. Après, t'allais en studio, les faire enregistrer et mixer. Et après, t'allais au mastering pour les masteriser, les rendre au niveau sonore le plus fort possible. Du coup, que tes morceaux soient même volume sonore que les morceaux dans le commerce, quoi. Et finalement, avec les home studios, du coup, la limite entre le musicien et l'ingé son, le mec qui mixe les morceaux, elle est devenue très poreuse, parce que moi, dans mon métier de tous les jours, je mixe.
les morceaux. Donc du coup, ça n'empêche pas que des gens dont c'est vraiment le métier de faire du mixage, le mixent mieux les morceaux que moi, parce que j'ai pas la même technique et la même approche de tout ça. Mais c'est un peu le métier dont on peut se passer, si on n'a pas de budget. Si on en a un, j'encourage tout le monde à aller voir quelqu'un qui est dans ce métier, parce que c'est encore mieux. Puis des fois, en plus, c'est intéressant, parce on a tendance à être un peu trop généreux dans la musique, etc., à aimer tous les sons qu'on a créés pour faire un morceau. Et des fois, il y a des sons qui sont en doublon, qui servent à rien, etc. Et justement, quand on prend un ingé son qui aussi a une vision artistique, c'est bien, parce que lui, du coup, va te faire des propositions à l'intérieur de ta musique et de ta matière. Il dit, bon, écoute, ce son-là, je l'ai viré, ta caisse claire, je lui ai mis cet effet-là pour qu'elle sonne un peu plus comme ci, comme ça, etc. Et ce qui fait que du coup, puis après, il va respatialiser un peu ton morceau, dire, bah, tu vois, la guitare, admettons, je l'ai mise plus à gauche, parce que ça, elle, du coup, elle est un petit peu en réponse à, je sais pas, au cymbale ou à une basse, ou peu importe. Et ça, c'est quand même assez bien, à un moment donné, de lâcher prise, quoi. Et de laisser aussi les gens faire aussi, amener leur pierre à l'édifice et leur science, tout ça. Et donc ouais, du coup, le mastering, c'est quand même souvent un truc où c'est difficile de se passer du master. Parce qu'en plus, même si des fois ton morceau il sonne à peu près bien, s'il est mal masterisé, sans la science et des fois aussi l'équipement qu'il faut pour ça, ça veut dire que tu vas, admettons, que tu es sur Spotify, tu écoutes tel artiste, et bim, ton morceau après arrive dans la playlist, et d'un seul coup, tu as l'impression que le gars a baissé le volume de 4 crans, quoi. Donc ça, c'est pas possible. Enfin, c'est un problème, quoi. Mais puis bon, ça fait partie d'un truc. Moi, j'aime bien aussi que... C'est intéressant, parce que des fois, on est quand même dans cette pratique assez solitaire. Ça te donne une impression de créer une équipe aussi autour de son projet, c'est bien. Aujourd'hui, ta dynamique, c'est de chercher des réalisateurs qui font du film d'animation, enfin du long métrage, que ce soit d'animation ou pas d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que tu es plus orienté animation. Mais est-ce que tu sais, ce que tu feras, ce que tu auras envie de faire dans 10 ans, dans 20 ans? Enfin, à la fin, tu voudrais voir ton œuvre comme un truc construit autour de projets perso. Enfin, je sais pas. Je sais pas, je suis assez changeant comme personne, donc j'aime bien, je suis assez curieux, donc j'aime bien aller vers des choses assez différentes. Des fois, j'admire, tu vois, par exemple, un musicien qui a été capable de tisser son fil, de prendre sa ligne droite et aller vraiment à un objectif, il le mène très très haut et c'est très bien et c'est chouette. Moi, comme je suis un peu, d'un coup, oh tiens, j'aimerais bien refaire un peu de spectacle vivant, puis après je vais faire ça, donc bon, ça change un peu. Mais je sais pas, je me donne pas d'objectif réellement, qu'on se souvienne de telle ou telle partie de mon travail pour ça ou pour ça. Je me dis que j'ai envie de continuer en tout cas d'être fier de mon parcours personnellement, et puis d'avancer, de créer des nouvelles connexions avec d'autres artistes. C'est ça qui me motive et qui me donne... Après, je suis parti d'un truc plus étroit, c'est-à-dire juste faire de la musique. J'ai essayé de l'amener à mon niveau, dans des spectacles, dans des films et machin, etc. En fait, ce qui m'intéresse, c'est simplement de créer un habitat où je vais pouvoir être en mesure de travailler avec différents autres artistes et d'avancer, en fait, simplement. J'ai pas d'objectif principal, parce que je m'intéresse à d'autres choses dans la musique, notamment, par exemple, il y a une notion qui m'intéresse pas mal, c'est celle d'être ce qu'on appelle un peu le producteur artistique. En studio, par exemple, là, je vais d'ailleurs cette semaine partir sur une formation avec Philippe Zdar de Cassius, et où lui va nous apprendre un peu cette partie-là parce que lui il produit pour Phoenix, il produit pour The Rapture, il a aussi produit un album des Beastie Boys il y a quelques années. Enfin, il est aussi dans il amène une forme de couleur musicale sur un groupe, sur des musiciens, etc. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse pas mal aussi, produire pour d'autres gens. En fait, en tout cas, ce qui est évident, c'est que il y a des étapes dans ta vie aussi où, par exemple, tu vas faire de la scène comme j'en ai fait quand j'avais entre, je sais pas, 16 et 27, 28 ans. C'est une chose que je ferai plus peut-être tout de suite, parce que c'est plus ma dynamique du moment. Parce que après, produire pour des artistes, je sais pas, il y a beaucoup de choses à faire en fait en musique. Donc, et je trouve en plus qu'on est en ce moment sur il y a un partage et il y a une forme de
ouverture comme de tous les autres médias à la musique qui est quand même super bien, quoi, parce que j'ai pas mal de potes qui font des musiques par exemple de défilés de mode, par exemple. Et c'est vachement créatif aussi, quoi. Donc il y a ça, mais tu peux faire de la musique de film, de l'animation. Il y a en ce moment, je suis peut-être sur un projet de spectacle immersif, donc en 7.1 dans un dôme, avec la vidéo qui part dans tous les sens, de coup le son spatialisé. Enfin, en fait, mon objectif, c'est d'être challengé tout le temps. Voilà. Et du coup, la question qui est un peu liée à ta vision à long terme, c'est la réussite. C'est quoi ? Je crois que j'ai un peu déjà dit ce que je vais en penser, c'est d'être bien dans ses baskets, d'être fier de soi et d'avancer, quoi. D'avoir toujours cette énergie. Réussir, je pense, c'est aussi savoir adapter ta place dans l'échiquier des métiers, liés à ton expression qui est la tienne sur le moment dans le moment où tu es, quoi. C'est-à-dire que tu vois, longtemps c'était la scène, je voulais vraiment faire de la scène, que de la scène. Là en ce moment, ce qui m'intéresse plus, c'est d'être un peu plus dans la post-production, quoi. Et demain, ce sera peut-être d'être dans un studio avec un groupe Mais en fait, ce qui m'intéresse simplement, c'est de me sentir bien par rapport à ça et d'être sur des projets qui me motivent et qui me donnent envie d'en faire encore plus et même d'aller vers des choses que je sais pas faire. Et après, sinon la réussite, est-ce que c'est d'être en une d'un magazine ou d'avoir beaucoup d'argent? Ça aide. Et je veux dire, on va pas se mentir, c'est quand même une reconnaissance. La reconnaissance, quelle qu'elle soit, hein, elle est intéressante, hein, et elle te fait du bien aussi. Je pense que si à un moment donné tu fais des trucs mais que personne les écoute ou que ça n'a aucun retentissement, effectivement. Ça peut être une réussite personnelle, ouais. d'avoir accompli une œuvre, etc. Non, mais oui, ta réponse me convenait parfaitement. On arrive à la dernière question. Est-ce que tu as un livre, enfin un objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps ? Du coup, c'est comme je disais tout à l'heure, j'étais au festival d'Annecy la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant. Et il y a 2 films dont un qui a gagné le Grand Prix d'Annecy, qui était vraiment beau. C'était un truc... j'ai noté parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Parvana, une enfance en Afghanistan, de Nora Twané. Et ça, c'était assez beau, en fait, finalement. Et il y a son corollaire, un film qui s'appelle Wall, donc, qui est lié la thématique, c'est sur le fameux mur qui continue à se construire en Israël, Palestine. Et... du coup, ce qui était vachement beau dans ces 2 films, qui sont assez différents d'un point de vue esthétique, c'était en fait pouvoir parler de ces sujets qui sont quand même brûlants, dont tout le monde veut parler, etc., avec des messages importants à donner dedans, mais en même temps une forme de distance que je pense qu'amène aussi le film d'animation, parce que comme on n'est pas dans par exemple, si on regarde, si en ce moment tu fais une vidéo du mur en Israël-Palestine et que tu montes ça, c'est quand même très brutal, c'est très violent. Là, avec l'animation, avec le dessin animé, ça permet de prendre une forme de distance et d'être un peu moins dans la violence, mais des fois d'expliquer plus de choses. Parce qu'on est moins dans par exemple, tu sais, on est comme en ce moment dans une société qui veut répondre à des questions complexes par des choses très simples. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire le problème des migrants, c'est comme ça qu'on le règle. Allez, basta. Sujet suivant. Enfin, et en vrai, il y a des choses comme ça qui sont des fois, il faut savoir se détacher un peu de cette réalité brute pour sortir des éléments de réponse aussi qui peuvent être un peu plus complexes ou plus touffus, quoi. Par exemple, dans le film Wall, un truc qui m'a marqué, au-delà de la réalisation, c'est une belle réalisation, techniquement c'est super beau, la musique elle est chouette d'ailleurs. C'est que d'un seul coup, grosso modo, c'est un auteur anglais qui vient en Israël et qui était parvenu depuis que le mur ça a commencé à être construit. Et lui, au départ, était un peu plus pro-israélien. Il avait d'ailleurs fait un livre qui s'appelle « Pourquoi blâmer Israël ?» Donc, contrairement à un petit peu le truc qu'on entend souvent, tu vois, en Europe, dire on est comme plus pro-palestinien. Et donc, du coup, lui, il avait cette réflexion un peu, quand il parlait avec des Israéliens, les Israéliens disaient, mais en fait, on nous voit toujours comme les oppresseurs, comme les puissants, en fait, finalement, dans ce truc-là. Il dit, en vrai, oui, effectivement, on est oppresseurs. Si on prend le truc réellement, c'est sûr que ce qu'on fait sur plein de sujets est comme très limite, voire voilà. Mais en vrai, la corollaire de ça, et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, c'est nous qui avons construit un mur autour de nous.
Genre, le mur de Berlin, c'est pour empêcher les gens de sortir, là, c'est pour les empêcher de rentrer. Donc finalement, c'est nous les faibles. C'est nous qui avons peur, qui sont machin. Donc du coup, d'un seul coup, basculer cette idée-là dans ce qu'on entend tout le temps sur le conflit israélo-palestinien, c'est intéressant. Parce que finalement, même la personne que tu vois comme l'oppresseur, même s'il l'est techniquement, parce qu'il a les moyens financiers, l'armée, etc., il est aussi dans une dynamique qui n'est pas aussi manichéenne qu'on veut le penser, quoi. Et moi, ça m'a quand même pas mal marqué, parce que je trouve ça intéressant toujours d'essayer de comprendre les choses un petit peu plus dans leur complexité que d'une façon très c'est noir, c'est blanc, quoi. Ouais, de mettre un point de vue nouveau sur une question compliquée. En plus, en restant vachement humble là-dessus, parce que moi j'ai vu ça dans une petite salle climatisée dans un cinéma à Annecy, je crains pas grand-chose, quoi. Quand on est israélien ou palestinien, pour des raisons différentes, avec des degrés peut-être de souffrance différentes, quand on vit là-bas, en tout cas, c'est toujours pareil, hein, c'est complètement différent, hein. Des fois, les gens se rendent pas compte. On veut avoir des avis sur tout, en fait, maintenant. C'est un peu le côté... des fois, il faut aussi prendre un peu de recul et un peu d'humilité par rapport à ce qui se passe, et puis se dire, attention... Et donc, ça m'intéresse justement là-dedans de voir les choses un petit peu d'un œil différent, quoi, en tout cas. Et finalement, j'avais aussi noté un autre truc, c'est quand même... Parce que je trouve que je suis quand même assez fan des séries télé. Et j'en regarde quand même beaucoup. Et la dernière qui m'a quand même marqué, c'est The Handmaid's Tale. Je le prononce pas très bien, mais c'est cette série en fait où les femmes, tu sais, le taux de natalité a complètement baissé dans le monde. La Servante écarlate. La Servante, ouais, en français, la Servante écarlate, ouais. Et donc du coup, je trouve la thématique complètement folle. Je trouve il y a une forme de violence complètement incroyable contre les femmes en tout premier lieu, mais aussi contre la société en général. Et dans ce rapport-là, où les religions reviennent partout, où on cherche à établir une philosophie de vie quotidienne sur quelque chose qui a, soi-disant, où on ne sait pas trop, mais été écrit il y a plusieurs centaines d'années, voire des milliers d'années, c'est quand même assez fou Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc qui me... J'ai rien contre les gens qui ont une foi, quelle qu'elle soit, mais que de placer cette foi comme le moteur de ta vie dans un monde qui est complètement différent de ce qu'il a été à un moment donné, et le lire d'une façon brute et sans discernement, ça me... T'as lu le livre ou t'as regardé la série ? Non, là, je regarde la série, j'ai pas lu le livre. Mais... Ok, on va finir sur ces films et séries plutôt militants, finalement, avec des points de vue quand même... originaux, quoi. Ouais, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être dans cette complexité, de comprendre un peu les choses différemment, en tout cas pas de faire pas d'avoir des visions trop radicales pour être radicales ou trop simplistes. Enfin, j'essaye, en tout cas, de m'intéresser à ça, en tout cas. Eh ben, merci beaucoup, Vincent. Merci. Pour ce témoignage passionnant. Et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao.